Le 25 février 1979, le Minsk, un bâtiment de guerre soviétique, passe de mer Noire en Méditerranée par le Bosphore. Le Minsk, pour être conforme à la réglementation turque qui régit la navigation dans cette zone, est officiellement un croiseur. Mais en fait, c'est un porte-avions. Sa petite taille et son équipement exclusif en appareil à décollage vertical sont le reflet de la pensée militaire soviétique. Il est clair que les stratèges soviétiques ne pensaient pas avoir besoin de gros porte-avions capables d'embarquer différents types d'avions. Les Américains, eux, ont préféré développer des porte-avions géants et souvent à propulsion nucléaire. Ils peuvent embarquer différents types d'appareils. Ce sont les plus grands engins mobiles jamais réalisés. Grâce à eux, les États-Unis sont en mesure d'expédier leur aviation dans des zones où ils ne disposaient pas de bases aériennes. Ce fut le cas plusieurs fois pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi en Corée, au Vietnam et plus récemment en Libye. D'une certaine façon, les porte-avions d'attaque américains sont le dernier stade de l'évolution des canonnières. Un porte-avions, c'est une arme, mais c'est aussi un risque. Avec 5000 personnes à leur bord, sans compter une énorme quantité de technologie, ce sont des cibles de premier choix. S'ils ne sont pas attaqués, le mérite en revient à cet avion, un appareil remarquable, le Grumman Tomcat. Les États-Unis, bien plus que n'importe quelle autre nation, se sentent concernés par les porte-avions. C'est l'aéronavale japonaise qui a détruit Pearl Harbor et entraîné les États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. Après Pearl Harbor, la contre-attaque américaine s'est faite à partir du porte-avions Hornet. Les pertes infligées n'ont pas été considérables, mais elle a permis dès le début du conflit de détruire le mythe que le Japon était hors de portée des Alliés. La bataille de la mer de Corail a démontré l'efficacité d'une attaque aérienne lancée à partir d'un porte-avions, mais c'est à Midway qu'a eu lieu la plus grande bataille de porte-avions de l'histoire.
et la victoire des États-Unis a été un des tournants de la guerre. La bataille de Midway a montré la puissance des porte-avions, mais elle a aussi montré qu'ils étaient vulnérables aux attaques portées par les appareils du même type que ceux qu'ils transportaient. Et depuis, les commandants de porte-avions ont toujours redouté une attaque aérienne. Dans les années 50, le ciel menaçait toujours les porte-avions. Les Russes avaient développé des bombardiers de reconnaissance maritime à grand rayon d'action, en particulier le Bear, c'est un nom de code donné par l'OTAN. Ces gros moteurs turbopropulseurs entraînaient des hélices contrarotatives. Comparés aux avions de chasse de l'époque, ils n'étaient pas rapides, mais ils pouvaient larguer une bombe supersonique guidée, capable de provoquer des dégâts considérables sur n'importe quelle cible de surface. Le rayon d'action de cet appareil soviétique et la vitesse de sa bombe a obligé la marine américaine à complètement repenser le rôle de son aviation de chasse. Pour contrer la menace soviétique, la Navy avait besoin d'un avion très spécialisé, non pas un chasseur traditionnel, mais plutôt un intercepteur tout temps et à grand rayon d'action. McDonnell Douglas a développé son Phantom F-4 pour remplir ce rôle. Le Phantom était un gros avion pour son époque. Sa vitesse, son plafond et son rayon d'action devaient lui permettre de tenir à distance des appareils équipés de missiles. Mais surtout, son équipage était composé de 2 hommes. C'était sa caractéristique la plus marquante et c'était une rupture avec le passé. Le 2e homme s'occupait du radar, le pilote devait uniquement s'occuper de s'approcher le plus près possible de sa proie. Le F-4 avait été conçu autour d'un autre concept exceptionnel. Un seul système d'armes, des missiles guidés par radar.
Le Phantom a été un très bon avion pour la Navy. L'Air Force l'a aussi adopté et s'en est servi au Vietnam pour des missions de chasse, de reconnaissance et d'attaque au sol. Généralement, avec ses missiles Sidewinder et Sparrow, il était supérieur au mix soviétique. Mais pour qu'il puisse affronter les chasseurs soviétiques, qui étaient plus légers, plus maniables et donc dangereux, il a fallu l'équiper d'un canon. Les États-Unis se sont à nouveau inquiétés quand ils ont appris par leur service de renseignement que l'URSS avait amélioré ses missiles de croisière et que désormais elle pouvait les tirer en l'air, en surface ou sous l'eau. Les stratèges de la marine n'avaient aucune illusion sur les dégâts provoqués par ce nouveau type d'armes, car ils en avaient également. Et ils en sont arrivés à se poser une question extrêmement simple: est-il possible de développer une arme antimissile? En réponse à cette question, la division armement de Hughes a proposé son missile Phoenix AIM-54. Il était lourd et volumineux, mais on pouvait le verrouiller sur un autre missile, même à 80 km de distance. Restait à trouver un avion capable de l'emporter et de voler suffisamment vite et suffisamment loin. Mais depuis quelque temps déjà, McNamara, le secrétaire d'État à la Défense, pensait à un appareil de ce type qui puisse en même temps servir de chasseur tactique. The United States Air Force, the United States Navy, one new aircraft for both services. Tactical Fighter Experimental, the new TFX, a program under executive management of the Aeronautical Systems Division. Designated as F-111, both versions will have a full-scale mock-up inspection late this summer. The present Navy mock-up is joined here by the Air Force version. Principal differences in the two airframes are in the forward fuselage, the landing gear, and the wingtips. The shorter forward fuselage on the Navy version accommodates a folding radome for carrier deck spotting. The station geometry, provisions, escape subsystems, and oxygen system are the same in both cockpits. Controls, displays, and instrument systems have been made common wherever practical. When the wings are folded back, a near optimum configuration for high-speed, low-drag supersonic flight is produced. The F-111 is capable of carrying, launching, and ejecting all required air-to-air and air-to-ground missiles, nuclear bombs, and conventional bombs. The Air Force version can carry extra outboard pylons on each wing for subsonic use. They are jettisoned before the wing is swept back. The strake and inboard wing pylons are usable in either the extended or swept wing position. General Dynamics avait conçu l'essentiel du projet TFX, mais avait sous-traité la plupart du travail sur maquette du 111B de la Navy à Grumman. Le 111B était un chasseur polyvalent. Il devait pouvoir emporter le gros missile Phoenix. L'idée de base était un appareil intermédiaire de frappe tactique. La Navy l'a jugé trop lourd pour l'embarquer sur porte-avions. Il y a eu plusieurs tirs de missiles Phoenix réussis, mais quand ces images exceptionnelles du TFX version marine ont été prises, le projet était déjà abandonné et ses essais sur porte-avions sans conséquence. Le principal défaut du 111B était son poids. Il y avait aussi la faiblesse de son train d'atterrissage, la position côte à côte de son équipage et un manque de visibilité vers l'avant à l'atterrissage. La Navy n'a jamais envisagé avec plaisir d'adopter un chasseur qui, par bien des côtés, était un bombardier de l'Air Force. À la fin des années 60, le département de la Défense a dû reconnaître qu'il ne disposait d'aucun appareil pour remplacer le Phantom qui vieillissait. Pire, les Américains vont apprendre que les ingénieurs soviétiques fabriquaient un chasseur à géométrie variable qui avait les performances que réclamait la Navy.
Le problème a été résumé en 1968 par l'amiral Connolly. There is the ever-present threat from surface to surface or surface to air missiles, from either shore stations or missile-carrying Soviet ships. The basic problem is that our stable of Navy fighters to meet these threats is rapidly losing its edge. Our F-8 Crusader was started in late 1952, over 15 years ago. It became operational 11 years ago. Our F-4 was a clearly superior fighter when it became operational in 1961. Now the gap is closing. It is a tribute to the skill of the nation's fighter pilots that a high kill ratio has been maintained in Vietnam. We cannot depend on maintaining this margin indefinitely. The time has come to equal the skill of our fighter pilots with a far superior fighter aircraft, one that will be superior now and for the next 15 years. Par chance, Grumman, en s'appuyant sur ce qu'il avait appris avec son F-111B, avait déjà commencé à étudier un chasseur de protection capable de combler le vide décrit par Connolly. Grumman a testé toute une série de modèles et de systèmes d'armes pour arriver à un appareil polyvalent, à la fois un chasseur de combat et un chasseur de protection. Leur modèle 303 répondait à ces critères. Il bénéficiait de l'expérience du 111, il sera construit en boron et en titanium, des matériaux très chers mais éprouvés. Ces pivots d'ailes qui avaient posé des problèmes sur le 111 ont été doublement renforcés pour éviter toute défaillance. 2 turboréacteurs devaient en faire un avion rapide et économique, et 2 dérives séparées assuraient sa stabilité en cas de panne d'un moteur. Le modèle 303 allait être équipé de la plus grande panoplie d'armes jamais installée sur un engin mobile de défense aérienne. On l'a d'abord équipé d'un canon M61 pour le combat aérien. Il a ensuite reçu les Sidewinder et le Sparrow, des missiles classiques de courte et moyenne portée, et on a même fini par lui installer des Phoenix à grande portée et d'une phénoménale précision. La conception du 303 devait être une leçon pour les constructeurs qui cherchent tous à réaliser des appareils supérieurs aux avions ennemis comparables et capable en plus de le rester un certain temps, car il coûte très cher à développer. Un deuxième homme d'équipage allait se montrer indispensable à cause de la complexité de son système d'armes, mais aussi pour renforcer son efficacité en phase de combat. Et il sera équipé d'une verrière bulle en un seul morceau, placé très haut au-dessus de son fuselage pour donner une visibilité optimum à ses 2 membres d'équipage. Le F-111B avait servi de leçon. Le 111B avait démontré que la voilure à géométrie variable était la seule technique possible pour réaliser un appareil polyvalent. Mais il y avait une autre innovation technique dans la voilure du 303, des nervures mobiles qui sortaient automatiquement pour améliorer sa maniabilité à vitesse supersonique. Comme la cellule du 303 était très innovatrice, Grumman a commencé par se contenter de moteurs TF30 qui avaient fait leurs preuves. Mais le modèle 303 avait été conçu dès le départ pour recevoir sans grande modification des moteurs bien meilleurs dès qu'ils seraient prêts. De cette façon, Grumman a pris le moins de risques possible et sans limiter le potentiel de son appareil.
Des modifications mineures ont permis d'équiper le 303 de moteurs bien plus puissants et d'améliorer considérablement ses performances. Le 303 avait une très bonne accessibilité mécanique grâce à un grand nombre de portes sur tout son fuselage. Il était ainsi facile à entretenir, même sur un porte-avions. Grumman a eu la même approche pour son avionique que pour ses moteurs. Ils ont d'abord choisi un matériel éprouvé pour les premiers prototypes. Mais une technologie bien plus sophistiquée était à l'étude et il était prévu que les premiers exemplaires puissent la recevoir. Le 21 décembre 1970, celui qui s'appelle désormais F-14 et qu'on surnomme Tomcat est prêt pour son premier vol. Cela se passe à Calverton, dans l'État de New York. Ces deux pilotes d'essai, Bob Smythe et Bill Miller, ont patienté toute la journée le temps de procéder au dernier réglage, et ce n'est que tard dans l'après-midi, alors qu'ils menaçaient de neiger le lendemain, qu'ils font décoller le prototype numéro 1. Ce vol n'a duré que 10 minutes, mais les pilotes ont eu le temps de se rendre compte que le Tomcat avait un bon comportement. Le lendemain, la météo était mauvaise et il faudra 9 jours avant de pouvoir faire redécoller un Tomcat. Cette fois-ci, Miller était en position avant et Bob Smythe derrière. Le prototype numéro 1 avait à peine décollé quand son avion d'accompagnement signale de la fumée. En fait, il s'agissait d'une fuite de liquide hydraulique sous pression. En quelques minutes, toutes les gouvernes de l'appareil vont cesser de fonctionner. À 60 mètres du sol, Miller va actionner les sièges éjectables. 4 secondes après l'explosion de leur verrière, les pilotes sont éjectés. Le prototype numéro 1 allait cesser d'exister. Ces images ont été prises par une caméra au sol.
La sortie du prototype numéro 2 est alors accélérée. Il devait servir à tester les performances du Tomcat à basse vitesse et équipé de son armement, mais avec la perte du numéro 1, son programme a été alourdi. Pour gagner du temps, on a utilisé le ravitaillement en vol. Le prototype pouvait ainsi rester en l'air plus longtemps. Parallèlement, les essais au sol des autres prototypes s'est poursuivis jour et nuit. À la fin du mois d'août, le numéro 12, rebaptisé 1X en remplacement du premier qui s'était écrasé, sort de la chaîne d'assemblage Grumman de Calverton. Il va servir aux essais à grande vitesse. Maintenant, Smythe et Miller et les autres pilotes d'essai avaient véritablement confiance en leur appareil et Grumman était convaincu que c'était la solution au problème de la Navy. Mais il y avait encore à surmonter l'opposition des autres constructeurs et les réticences habituelles du Congrès. La Navy croyait au Tomcat, mais ses essais n'étaient pas terminés. Le modèle 303 n'a jamais été un appareil bon marché. Les sommes d'argent investies dans ce projet ont placé Grumman sous pression. Mais Grumman était fier de son appareil qui représentait un progrès considérable. Sur ces images, un haut fonctionnaire du département de la Défense examine de très près les caractéristiques du prototype 1X. Miller lui présente le cockpit qui est d'une grande complexité.
Tout au long de l'année 71, les essais des premiers prototypes vont se poursuivre. Ils étaient maltraités comme jamais en conditions normales d'utilisation. Cet appareil est le prototype numéro 2 avec son système d'armes au complet en train de réaliser l'impossible. Le voici à nouveau en cours d'essai de décrochage provoqué. Plusieurs prototypes n'ont jamais volé. Ils n'ont servi qu'à des essais de résistance pour identifier tous les défauts de conception et de fabrication. Avant les premiers essais sur porte-avions, on a procédé au catapultage d'un prototype à Patuxent River. Le 28 juin 1972, le premier Tomcat, avec à ses commandes un pilote de la Navy, atterrit sur le porte-avions Forrestal au large de Norfolk. Après toute une série de touch and go, l'appareil numéro 10 se prépare à atterrir vraiment. C'est alors qu'on découvre une petite anomalie, une fuite dans le circuit hydraulique du train avant. Les deux pilotes sont prévenus et il suffira d'un réglage pour résoudre le problème. L'expression des visages des pilotes de la Navy en dit long car les images que vous voyez maintenant devaient être expédiées à la commission du Congrès qui avait à se prononcer sur le Tomcat dans les prochaines heures. La commission donnera son aval, mais 24 heures plus tard, la chance va tourner pour Bob Miller. À la suite d'une erreur technique aux commandes du numéro 10, il va disparaître avec son avion. Fin 72, la production se faisait à plein régime. Le Tomcat n'était plus un prototype, c'était le nouveau chasseur de la Navy. Au cours de l'opération 6 sur 6, le Tomcat va démontrer d'une façon spectaculaire qu'il est supérieur à tous les autres, alors qu'il est encore en cours de mise au point. Tower, Bloodhound 204, taxi 1, revetment storming area. Up number 1284, 1.5 en route. Alternate will be China Lake 0+20. 204, taxi runway 21. Magoo altimeter 3004. Time 1440, straight up. 204, taxi across runway 27. Roger. Tower, Bloodhound 204 is ready for takeoff. 204, the wind is light and variable. Switch assigned departure control frequency. You're cleared for takeoff. Magoo departure, Bloodhound 204
204 Airborne, squawking 34000. Roger, 204. Come starboard, 2240. Roger, coming starboard, 240. Le but était de prouver l'efficacité du système de missiles Phoenix en attaquant 6 objectifs différents en même temps. 3 engins télécommandés, volant à vitesse supersonique, devaient représenter des avions de chasse ennemis. 2 avions d'entraînement périmés devaient représenter des bombardiers ennemis plus gros. Et un autre engin téléguidé et lancé à partir du sol et volant à Mach 2 un missile ennemi. Tout ce matériel était sacrifié pour placer le Tomcat dans la situation la plus difficile possible. Chacune des cibles, qui étaient dirigées par des hommes de la Navy, se voit attribuer un Phoenix. Fourth missile in the air. Target cameras on. Five's in the air. Six in the air. Les 6 Phoenix sont tirés en même temps et filent comme l'éclair en direction de leur cible qui se trouvait jusqu'à 80 km de distance. Il n'y aura que 4 cibles détruites sur les 6, mais à cause du mauvais fonctionnement de 2 des engins téléguidés. Même dans une configuration de 6 Phoenix pour un Tomcat, leur taux de réussite a été de plus de 80%. Les 2 premières escadrilles à déployer des Tomcats embarqués seront la Wolfpack et la Bounty Hunters. Désormais, la Navy pouvait, avec un même appareil, répondre à son besoin d'un chasseur de combat et faire face à une attaque de missiles. Chaque atterrissage représente un risque, même pour un pilote expérimenté. Ce n'est pas rien de poser 40 tonnes à $1 million la tonne sur les quelques centaines de mètres carrés du pont d'un porte-avions. Les trains d'atterrissage et les cellules doivent résister à des efforts considérables, et parfois d'ailleurs ils n'y résistent pas.
Le train d'atterrissage de ce Tomcat a cassé à l'atterrissage. Il faut l'enlever au plus vite car il bloque l'appontage des autres appareils. Les pompiers, les équipes médicales, tout le monde sait ce qui pourrait arriver en cas d'explosion. Keep them up on the dog. Bandit Charlie. En septembre 1976, dans l'Atlantique Nord, un autre équipage a eu encore beaucoup plus de chance. Ils étaient en position ready sur le pont du JFK quand leur appareil a été projeté par-dessus bord. Ils sont arrivés à s'éjecter, mais le Tomcat a coulé au fond de l'eau. Et des spécialistes sont venus spécialement d'Allemagne pour récupérer sa carcasse et éviter qu'elle ne tombe dans des mains ennemies. Car il y avait là des bateaux espions soviétiques qui observaient toute la scène. La Navy avait au moins deux raisons de procéder à ce renflouement. Il était tout aussi important pour elle de récupérer le système de missiles que le F-14 lui-même. Il ne faut pas considérer le Tomcat uniquement comme un avion. En fait, le Tomcat n'est qu'un élément de tout un système d'armes. La base de Miramar est un peu la capitale de l'aviation de chasse. C'est ici qu'a lieu la compétition Top Gun. C'est ici que les pilotes de F-14 peuvent affronter d'autres appareils américains modifiés qui ressemblent à des appareils soviétiques. Ils sont souvent plus légers et extrêmement maniables. Cet équipage de Tomcat, qui a probablement beaucoup d'expérience, va se mesurer à des vétérans du combat aérien. Ces deux appareils sont un A4 Mongoose et un T-38, modifiés tous les deux pour affronter des Tomcats.
Le T-38 est une véritable légende volante réputée pour son agilité. Normalement, il est plus maniable qu'un avion de la taille du F-14. La technologie du Tomcat et l'entraînement de ses pilotes ont complètement modifié les paramètres dans ce type de combat aérien. Le très bon comportement du Tomcat à l'entraînement n'était pas suffisant. Il devait arriver au même résultat en combat réel. Et c'est ce qui s'est passé en Méditerranée, dans le golfe de Sidra, le 19 août 1981. Ce jour-là, un Hawkeye, un avion de reconnaissance déployé à partir d'un porte-avions au large des côtes libyennes, surveillait l'espace aérien libyen. La tension était au plus fort, les Américains et les Libyens testaient à la limite leur réponse. Ce jour-là, le Hawkeye repère deux chasseurs qui survolent à très grande vitesse le porte-avions. C'étaient des Su-22. Le Hawkeye transmet ces informations au commandement du porte-avions et deux Tomcats en patrouille sont envoyés pour les intercepter. Les deux groupes de deux appareils se rejoignent alors qu'ils volent à très grande vitesse. Tout à coup, un des deux Su tire un missile. Aucun des deux avions américains n'est touché, mais ce geste agressif imposait une riposte. Le premier Tomcat va se placer au-dessus d'un des deux Su-22 pour l'abattre. Le deuxième Tomcat n'était qu'à quelques secondes derrière, en train d'identifier sa proie qui avait viré vers l'ouest et essayé de descendre de niveau. Quelques secondes après la destruction du premier Su, le deuxième va subir le même sort. Grâce au ravitaillement, les porte-avions américains peuvent rester en mer pendant des mois et des mois. Les stratèges de la Navy sont ainsi en mesure d'acheminer une force aérienne sur n'importe quel point de la planète. La Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée et la Libye ont démontré l'importance d'une telle flexibilité. Mais il a fallu le Tomcat pour que ces pistes flottantes soient vraiment à l'abri de toute attaque.
Les Tomcat, comme les autres appareils de l'aéronaval, doivent pouvoir fonctionner en situation de combat sous tous les climats et dans tous les environnements. C'est-à-dire, comme disent leurs pilotes, partout et par tout temps.